Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer de répondre rapidement à une question récurrente. Est-ce qu'on peut utiliser de l'AMD en production? Est-ce que c'est bien? Pourquoi on n'utiliserait pas que du Intel? On a plutôt confiance en Intel, etc. Alors je voudrais juste mettre les choses au clair, simplement donner un cadre de référence pour pouvoir se faire une idée de la société AMD, à savoir que hier soir, on était le 8 octobre 2020, il y a eu la présentation de l'architecture Zen 3 dans sa version 3, même si les puristes vont dire que c'est la 4e version, etc. Peu importe. La Zen 3 qui va donc équiper les processeurs Ryzen 5000. Alors les bruits de couloir, c'est que ce nouveau processeur est très performant pour les jeux vidéo, mais pas que. D'accord, il faudra surtout pas retenir que ça, et surtout ce que je vais essayer de vous donner, c'est le contexte, un cadre de référence pour vous faire votre avis, pourquoi Intel, pourquoi AMD. Beaucoup sont persuadés que en production informatique on ne peut utiliser que de l'Intel, et j'aimerais casser un petit peu les idées reçues comme d'habitude. Alors déjà on ne peut pas parler d'AMD sans parler de Lisa Su. Alors je vous ai mis ici un petit extrait du Wikipédia, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette dame a travaillé chez Texas Instruments, chez IBM, chez Freescale Semiconductor, à des postes de conception, d'ingénierie et de gestion, d'accord? Donc c'est un profil très complet qui est accompagné d'un autre profil très complet qu'on va voir juste après, et donc Madame Lisa Su a été nommée cette année comme la meilleure dirigeante d'entreprise, donc elle a redressé AMD qui n'allait pas très bien, on va voir ça tout de suite. Alors, je ne vais pas vous refaire l'historique complet depuis le début, mais simplement préciser que AMD, ça a été créé le 1er mai 1969 avec un capital de 100 000 $ américains. Donc c'est une société qui tout de suite a voulu rentrer fort sur le marché des processeurs, et ça a bien fonctionné à l'époque. Ils ont même décroché une licence x86 de la part d'Intel, donc du coup ils ont pu faire des processeurs concurrents à Intel. Ils ont été remarqués également pour l'achat d'ATI en juillet 2006 pour 5,4 milliards de $, et du coup, étant donné que les productions processeurs n'ont pas vraiment été à la hauteur en termes de performance énergétique, ça faisait pas beaucoup de performance pour pas mal de consommation électrique, du coup ça n'a pas très bien marché, le groupe était pas mal endetté, les actionnaires ont fait payer au prix fort cet effet justement d'endettement et de manque de gains de part de marché, et du coup l'action s'est effondrée jusqu'à 1,86$ au début 2009. Donc c'était pas tout rose, mais l'arrivée de Lisa Su et l'arrivée de Mark Papermaster, on va le voir juste après, ont permis justement de regagner des marchés comme par exemple la Xbox et la PlayStation 4 qui toutes les deux tournent avec une puce AMD, d'accord? Donc par exemple dans la PlayStation 4, AMD propose à ses clients de faire des designs sur mesure, donc les architectes Sony et les architectes AMD ont bossé ensemble et ils ont réussi à créer une puce qui fonctionnait qu'avec de la mémoire graphique. Donc il n'y avait même pas de mémoire centrale, contrairement à la Xbox qui elle avait de la DDR d'un côté et de la GDDR de l'autre, ou de la HBM, je sais plus exactement, enfin bref, tout ça c'était pour vous dire que les puces sont réalisées à la demande du client. Donc AMD a une offre d'APU, donc de puces qui intègrent différents contrôleurs, il n'y a pas que le processeur dedans, et donc ils offrent tout un tas de processeurs à l'industrie. Il n'y a pas que les processeurs pour les PC des particuliers qui sont réalisés, ils font également des processeurs pour les stations de travail avec la version Threadripper du processeur depuis qu'il est décliné en architecture Zen, et également des processeurs EPYC pour une déclinaison serveur où sa principale particularité c'est d'avoir énormément de cœurs puisqu'il a 64 cœurs natifs pour 128 threads. Donc du coup, fort de ça, l'action est bien remontée, l'architecture Zen est venue renforcer justement cette performance énergétique, c'est-à-dire le nombre de watts que l'on consomme pour une certaine quantité de calcul exécuté, donc la performance réelle intrinsèque du processeur, et donc l'action là vient de s'envoler jusqu'à 88,56 $. Alors étant donné que l'annonce a eu lieu hier soir, étonnamment ce matin, l'action ne s'est pas envolée, on est toujours à 88 $.
donc je pense que le marché est encore un petit peu fébrile. On attend de voir un petit peu plus ce qu'il y a sous le capot, puisqu'il y a une sortie effective le 5 novembre. On devrait avoir donc les premiers tests à partir de cette date. Alors, même si Papermaster est vice-président, il n'en est pas moins CTO, et donc c'est lui qui s'est collé à la présentation technique pour nous parler des améliorations entre Zen, Zen 2, Zen 3. On est toujours sur la même architecture. Il faut bien comprendre que Zen est un projet de longue haleine qui a été mis donc en place et qui a commencé en 14 nanomètres, qui a continué en 7 nanomètres puisque la version 2 et la 3 sont en 7 nanomètres, et qui va continuer en version 4 vers le 5 nanomètres. Donc la finesse de gravure diminue, donc ça c'est une augmentation des performances par watt, et une augmentation aussi du nombre de transistors que l'on peut mettre sur la même surface. On a une augmentation donc de la fréquence qui augmente, puisque forcément on peut monter plus haut avec moins de dissipation thermique, ou ou une dissipation thermique équivalente. On voit qu'ici on était de 4,35 en mass boost sur la fréquence monocœur, là on passe à 4,7 en Zen 2, donc là on va monter plus haut, donc je n'ai pas les chiffres officiels, mais on peut imaginer qu'on dépasse les 5, quelque chose en gigahertz. On va avoir, ici on avait 52% d'indice de performance pour Zen par rapport à l'architecture précédente, plus 15% sur Zen 2, donc là on va avoir également une augmentation. Et surtout, on va avoir un passage d'un fonctionnement par bloc qui va doubler. C'est-à-dire qu'avant, on avait des blocs de 4 cœurs avec 8 mégas de cache L3 par bloc de 4 cœurs, qu'avait donc chacun des cœurs avait accès à ce cache partagé. Donc on n'avait pas des cœurs qui avaient des caches dédiés, d'accord. Donc depuis que les processeurs ont plusieurs cœurs, eh bien le cache L3 est partagé par tous les cœurs, sauf que là il était partagé par bloc de 4 cœurs, d'accord. Donc on avait 8 mégas sur Zen, maintenant on est passé à 16 mégas sur Zen 2, et là on va passer à 32 mégas, donc on le voit bien dans le schéma supplémentaire, on est en bloc de 8 cœurs, on a une réduction de la latence pour le gaming, ils disent, mais ça va profiter bien sûr à toutes les applications qui sont monothreadées, une réduction de la latence mémoire pour l'accès au cache L3 multiplié par 2. Alors là, je me pose la question, il y a une petite subtilité, et après on voit une augmentation des performances globales sur les applications de 19%, donc en termes de performance par watt, l'indice de performance par watt. Donc à l'époque, on avait dans Zen 2 des blocs de 4 cœurs qui partageaient un cache L3 de 16 mégas. Un autre bloc de 4 cœurs avec 16 mégas de cache L3. Si le Core 0 veut accéder à une donnée qui malheureusement se trouve être hébergée dans le cache L3 d'un autre bloc, eh bien il se doit d'utiliser une interface de communication qui va traverser un bus. Et du coup, on a une perte de performance. Alors quand ils disent on réduit par 2 les perfs, est-ce qu'on parle des perfs entre un CPU qui doit traverser pour aller accéder à un second bloc de cache, ou est-ce qu'on parle de réellement même un cœur qui accède à son cache qui lui désormais est de 32, on voit bien, c'est tout simplement les deux mêmes architectures qui ont été unifiées, donc un seul cache de 32 mégas pour 8 cœurs, il n'y a plus besoin de traverser de bus, donc est-ce que c'est réellement 2 fois plus rapide? À ce moment-là, ce serait 4 fois plus rapide si on prend en compte cet exemple de données. Donc je pense que si c'était 4 fois, le côté marketing et communication aurait mis le 4 en gros. Donc là, je pense a priori que c'est dans le cas de figure où on accède à des données qui sont dans un autre bloc. Et c'est ça, on va dire que c'est plus une suppression d'un goulot d'étranglement qu'une réelle amélioration de réduction de la latence. C'est plutôt comme ça que moi je le vois. À voir également l'indice donc de performance par watt qui était donc de x2 en Zen 2, bien il passe à 2,4 en Zen 3. Donc on a des performances énergétiques qui sont bien plus imposantes. On peut imaginer également que le 7 nanomètres a été optimisé par rapport à la version de Zen 2, tout simplement dans le fait
d'avoir plus de recul sur cette technologie de la part à la fois du fondeur et également d'AMD. Et on voit bien en tout cas que les résultats sont là. D'après AMD, par rapport au fer de lance Intel qui est le Core i9 10900K, donc le K ça veut dire qu'on n'a pas de limitation des coefficients multiplicateurs, donc du coup on peut overclocker la fréquence de son processeur. Donc les processeurs Intel en mode 4 de mémoire, c'est des processeurs qui ne sont pas bloqués, on peut les overclocker, donc c'est vraiment la cible des gamers qui ont le porte-monnaie qui est dédié à leur processeur, et du coup le Intel était vraiment pas donné. Je vais pas citer de prix parce que là c'est pas vraiment le but de faire de la compétition entre les deux. Là c'est simplement essayer d'être objectif en se disant est-ce que dans la production côté serveur, côté prod, côté informatique professionnelle, est-ce qu'on va hériter justement de cette architecture? La réponse est oui, on le sait, il va y avoir des déclinaisons, elles vont arriver un petit peu plus tard, et du coup qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et bien là on voit une efficacité de 2,8 fois l'équivalent du plus gros concurrent, donc évidemment ils ont donné, c'est l'indice de performance par watt, hein. Donc on va avoir le meilleur des processeurs dans la meilleure déclinaison qui va donc permettre de concurrencer le 10900K, donc très certainement qu'il va y avoir un combat entre les prix. On a vu je crois le plus cher est de l'ordre de 799$, quelque chose comme ça. Je ne sais même pas si Intel, si l'autre processeur est un petit peu plus cher ou beaucoup plus cher. De mémoire il est beaucoup plus cher. Donc voilà, si on a quelque chose qui est beaucoup plus performant pour vraiment moins cher, il y a des chances qu'Intel soit en mauvaise position et qu'il ait besoin de réagir rapidement. Et ce qui compte pour nous là, c'est d'avoir une idée justement des déclinaisons pour les stations de travail qui vont faire donc du montage vidéo, de la 3D, de l'intelligence artificielle, tout ce qui est production vraiment dans le monde professionnel, et surtout dans cet indice de performance par watt vraiment augmenté, et pouvoir en bénéficier sur les déclinaisons EPYC, EPYC, les déclinaisons serveurs. Alors cette architecture Zen qui était en 14 nanomètres pour Zen, 12 pour Zen+, on est passé ensuite à Zen 2 qui était en 7 nanomètres déjà et qui continue à être en 7 nanomètres pour Zen 3, et on va sortir en 5 nanomètres pour Zen 4. Alors je ne sais pas si ce sera dans le courant 2021, il y a de grandes chances, vu que les améliorations de l'architecture, vous l'avez vu, ne sont pas radicales. En fait ils utilisent des paliers, au lieu d'attendre 5 ans pour sortir une nouvelle architecture, eh bien on l'améliore tous les 2 ans avec des paliers d'amélioration conséquents, et il y a une prise en compte tarifaire, un positionnement sur les tarifs vraiment très agressif de la part AMD qui fait que l'action aujourd'hui est à 88$. Alors il n'y a pas que l'explication des processeurs, il y a également les GPU. On sait que AMD a sorti les Radeon avec les moteurs ce qu'on appelle RDNA il me semble, qui sont dans leur première version, et on sait qu'on va avoir la prochaine version qui va sortir, c'est ce que disait Lisa Su dans la présentation, le 28 octobre il me semble, donc rendez-vous le 28 octobre pour la nouvelle déclinaison, à savoir les nouvelles Radeon en RDNA 2, donc le nouveau moteur graphique, et elle a donné un indice de performance voilà, en disant que les jeux, vous pourrez jouer en 4K avec les nouveaux GPU, donc on peut également, dans le monde professionnel, attendre des accélérateurs pour l'intelligence artificielle, pour la 3D, etc., pour les logiciels appliqués comme CATIA, 3D Studio Max, etc., et puis les cartes littéralement dédiées au machine learning, qui seraient basées sur ce type, qui sont grandement dépendants du type de mémoire, de la bande passante mémoire, du nombre d'instructions, etc. Et bien voilà, il y aura une déclinaison très certainement qui seront proposées après la sortie, qui en général sont des sorties qui sont pour les joueurs en premier, puisque c'est le marché qui est voilà, le plus attendu. Ensuite on a le Threadripper qui est en fait un processeur géant, on va dire, qui est il me semble qu'il évolue entre 1632 et 64 cœurs pour les stations de travail, donc il fonctionne tout seul sur une carte mère. Et également on a la version EPYC qui est en fait capable de tourner avec plusieurs de ces processeurs
par carte mère. Donc on va avoir des cartes mères potentiellement. Il me semble qu'il doit y avoir des cartes mères pour supercalculateurs qui disposent de 4 processeurs EPYC, voire 8 processeurs EPYC, sachant qu'un processeur EPYC, il me semble, peut monter jusqu'à 128 cœurs, donc 256 threads. Donc on peut imaginer que la version Zen 3 va aussi être déclinée. Alors on a vu que Google propose déjà des solutions de calcul basées sur les AMD EPYC. Microsoft Azure qui également a annoncé donc, la mise à disposition de EPYC en version ROM, donc EPYC basé sur Zen 2, et bien sûr AWS avec les instances C5A qui sont équipées de processeurs AMD EPYC 7002 jusqu'à 3,3 GHz. Alors bien sûr on a vu le max boost, c'est cette fréquence qui est présentée de 3,3 GHz par monocœur. Toutefois, lorsque le processeur est à pleine charge sur les 128 cœurs par exemple, eh bien vous imaginez bien que la fréquence descend un tout petit peu pour des raisons de dissipation thermique. Voilà, donc si vous voulez pouvoir provisionner directement des instances avec de l'AMD EPYC pour tester sur des capacités avec des instances ayant énormément de cœurs, je vous invite à vous rendre sur mon site pour voir. Si vous ne savez pas provisionner des instances, eh bien je vous propose de suivre mes formations qui vous permettent d'apprendre à provisionner des instances AMD EPYC 7002 et tout type d'instances pour faire des benches par exemple entre de l'Intel, éventuellement du Graviton 2 qui est une déclinaison ARM de la part d'AMD. Si vous êtes sur du Linux et que vos logiciels sont compatibles, eh bien vous pouvez tester à la fois du x86 entre de l'Intel et de l'AMD, et éventuellement des versions ARM pour faire le ratio performance, efficacité et surtout prix, puisqu'au final c'est ça, c'est d'avoir des bonnes performances pour les clients au prix le moins cher. Alors dans les news qui n'ont pas été présentées hier soir et qui sont en ébullition, apparemment AMD serait en train de racheter Xilinx. Alors pour la faire courte, Xilinx c'est vraiment une entreprise disruptive, à savoir qu'elle fabrique un petit peu de tout, vraiment dans des solutions d'intelligence artificielle, des solutions réseau et des solutions de puces, de chips reprogrammables, des FPGA en fait, donc des puces que l'on peut on peut sélectionner des jeux d'instructions qu'elle va exécuter, mais surtout une fois qu'elle est installée, on peut reprogrammer ses capacités d'exécution, donc c'est très particulier, mais ça permettrait à AMD d'offrir, voilà, d'avoir à son catalogue de la 5G, du machine learning, vraiment de l'IA, avec des calculateurs dédiés, parce qu'aujourd'hui on utilise les capacités des GPU pour faire du GPGPU, c'est-à-dire en fait des calculs sur processeur graphique grâce à des instructions, à des langages comme CUDA par exemple est utilisé par Nvidia. On sait que AMD utilise OpenCL qui permet d'utiliser à la fois des processeurs et des processeurs graphiques pour réaliser des calculs intensifs pour justement tout, comment dirais-je, les médecins s'en servent pour faire de la recherche sur le repliage des protéines, ceux qui font du machine learning ou de l'intelligence artificielle s'en servent pour les TensorFlow, etc. Et du coup, Nvidia et AMD font la course sur ce domaine. Donc voilà, l'achat de Xilinx va permettre d'avoir à la fois du réseau dans son offre, à la fois de l'intelligence artificielle, à la fois du FPGA, et à savoir quand même qu'il y a Nvidia en face qui lui vient de racheter ARM et qui précédemment avait racheté Mellanox. Donc tout ça, ça a du sens par rapport à AMD qui, s'il ne veut pas se faire dépasser par Nvidia, qui est vraiment très très agressif, puisqu'ils ne se sont pas contentés de faire des accélérateurs pour le jeu vidéo, ils se sont très rapidement orientés vers justement ces puces dédiées au calcul parfois brut, mais vraiment très important. On a vu qu'ils avaient des DSP, donc des unités de traitement optimisées pour les voitures, la conduite autonome, etc. Donc ils accélèrent vraiment. Donc on a vraiment des players, on a AMD, Intel, ARM, Nvidia, maintenant, puisque Nvidia ARM c'est le même, qui fabriquent des processeurs et des GPU, puisqu'on a vu qu'Intel a débauché
l'architecte graphique de la carte graphique de AMD, donc Raja Koduri, qui est parti chez Intel. Donc bientôt Intel va proposer des équivalents aux cartes graphiques dont je vous ai parlé précédemment, qui concurrencent donc les nouvelles Nvidia, les nouvelles AMD. Donc il va y avoir bientôt les nouvelles Intel. Et côté processeur, on a donc les Intel qui fabriquent des Intel i7, i9, i5, i3, etc. plus des Xeon Gold, des Xeon Platinum, etc. On a AMD qui fabrique des EPYC et des Threadripper, et on a ARM qui eux fabriquent, par exemple chez AWS, on a les Graviton 2 qui sont sur des architectures ARM, et Nvidia désormais qui va proposer des processeurs, voilà, de ce type d'architecture. Donc le graveur principal c'est TSMC, sauf du côté d'Intel d'ailleurs, qui vient de terminer aux USA sa toute dernière fab 10 nanomètres, donc ils sont loin du 7, mais en tout cas de ce que j'ai lu ici et là, on dit que le 10 nanomètres d'Intel est quasi équivalent aux 7 nanomètres de TSMC, voilà, tout simplement. Et on sait que TSMC va sortir le 5 nanomètres, puisqu'on a Apple qui va sortir l'iPhone 12 le 13 octobre, oui, bien très bientôt, pour justement une livraison, alors je ne sais pas quand, mais toujours est-il que ce serait en 5 nanomètres également. Donc on a des acteurs, à savoir que ARM est aussi l'architecture utilisée par Apple pour son tout dernier A14, qui est en fait sa puce, puisque en fait Apple depuis quelques années crée aussi ses processeurs, puisqu'il dispose apparemment d'une licence ARM, et il fait des processeurs pour apparemment la sécurité. Il a une puce T2 là qui a fait parler d'elle un petit peu, qui permettait de sécuriser les Mac. On a également des accélérateurs pour, vous savez, le traitement vidéo, le traitement du son. Enfin voilà, donc on peut imaginer que le rachat d'NVIDIA soit relativement positif s'il propose des solutions ouvertes que tout le monde peut utiliser, ou alors il peut quand même mettre des bâtons dans les roues de tous ceux qui utilisent de l'ARM, à savoir même que on entend parler de solutions comme quoi les Mac, les futurs Mac sortiraient sous ARM, et qu'il y aurait un abandon du jeu d'instruction x86. Donc en fait les Mac auraient la même solution hardware que justement un iPhone, un iPad, à savoir d'être full ARM. Donc à savoir qu'il y a une volonté de rapprochement des systèmes d'exploitation. On a vu que iOS et iPadOS, voilà, ils avaient une espèce de SDK maintenant qui permet de développer les applications conjointement. Donc il est possible qu'il y ait cette volonté de rationaliser le développement des applications chez Apple pour qu'une application puisse tourner en détectant si elle est sur un Mac en version ARM, ou si elle est sur un iPhone, ou si elle est sur un iPadOS, dynamiquement, de pouvoir s'adapter de façon, comme on dit, responsive. Vous savez, ces fameux sites qui s'adaptent par exemple à la résolution de votre écran, et bien là, c'est principalement ça qui se passe sur une application, c'est est-ce qu'elle est compatible, est-ce qu'elle est en capacité de s'afficher correctement. Donc on a de grandes chances d'avoir des grosses surprises par rapport au rachat d'ARM par Nvidia, pour voir est-ce que tout ça, ça va bloquer ou débloquer des situations. En tout cas, Intel, eux, ne se laissent pas abattre, contrairement à ce que beaucoup disent, puisqu'ils ont énormément de problématiques. Ils ont des problématiques de saturation, ils ne peuvent pas fournir les quantités attendues, les évolutions ne sont pas forcément en deçà de ce que les gens attendent. Toutefois, il faut quand même savoir que les chiffres d'Intel ne sont pas mauvais. Les chiffres d'Intel ont continué de croître, même si ils ont rencontré quelques petites baisses, malgré tout, en volumétrie. Voilà. Après, est-ce que la marge était aussi haute qu'attendue ? Peut-être pas pour tout le monde. En tout cas, la roadmap que j'ai réussi à choper ce matin parle vraiment, alors c'est pas vraiment une roadmap, mais en tout cas il y a une volonté pareille de rendre complètement hétérogènes les environnements de développement, donc à avoir des solutions Intel pour les processeurs, pour les GPU, donc les accélérateurs graphiques, pour
les calculs d'intelligence artificielle et les FPGA. Donc vous voyez, on est vraiment face à trois grosses pointures. Alors oui, Apple ne se met pas en face forcément d'NVIDIA, AMD et Intel, mais en tout cas ce trio-là est en train de créer une offre vraiment complètement équivalente, et donc forcément ces solutions vous allez les retrouver chez vos fournisseurs cloud. Donc moi, étant donné que je fais des formations pour AWS, eh bien je vous invite à vous rendre sur iteachandudemy.com et à aller tester toutes les solutions dont je viens de vous parler directement, que ce soit pour le machine learning, les accélérateurs NVIDIA, que ce soit les processeurs Intel Xeon Gold qui sont accessibles sur des instances, ou comme on a vu les C5A pour les solutions EPYC d'AMD, ou les solutions Graviton 2, les solutions propriétaires AWS, puisque AWS ne se contente pas d'acheter des processeurs, la conception des cartes mères, des BIOS, des accélérateurs, du stockage, tout ça est réalisé par AWS, et même le processeur, donc Graviton 2, qui est une architecture ARM, est réalisé par AWS. Donc voilà, si vous n'y connaissez rien au cloud et que vous êtes un chercheur qui travaillait sur des PC en local, puisque vous réalisez voilà, des calculs, comme par exemple mes amis de Rennes qui ne connaissaient pas trop et qui désormais consomment de l'AWS à fond, et bien voilà, vous partez en fonction de votre niveau, soit sur qu'est-ce que l'informatique en nuage, soit les 12 services fondamentaux, si vous êtes DBA, les migrations des bases de données, et puis si vous voulez justement passer le cap supérieur, préparez vos certifications, que ce soit Cloud Practitioner ou Solution Architect. La CISOPS est en cours de création. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a donné des informations sur le fait que AMD n'était pas juste un challenger, que c'était vraiment des gens qui étaient dans un mode qui étaient leaders dans leur partie et qui avaient donné une bonne trajectoire, qui sont en train de guider les équipes vers le succès. On l'a vu, l'action qui est à 88 $ après avoir traversé une mauvaise épreuve en 2009 à 1,89 $. Donc voilà, ils sont là, ils sont présents, et dans les années 2021-2022, on risque d'avoir donc une grosse guerre entre les trois principaux acteurs dont je vous ai parlé, à savoir NVIDIA, Intel et AMD.